Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivés devant la cartographie du Vendée Globe. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne Marin Clausin, qui a travaillé plus de 2 ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testés de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en IMOCA, les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de Lorient-la-Base. Nous retrouvons Bernard Stamm en 2005, alors qu'il se relance dans une nouvelle préparation de Vendée Globe, son 3e. Il s'apprête à délaisser son fidèle Super Bigou pour une nouvelle monture, un plan phare. Et vous allez voir qu'avant de pouvoir naviguer à bord, il va enchaîner quelques milliers de milles autour du monde. Quand tu renonces à cette deuxième édition pour toi, tu te reprépares déjà pour la suivante? Comment ça se passe? Alors, tu sais déjà là, en fait, je sais déjà que j'ai envie de participer à la suivante. Par contre, plus avec Super Bigou, quoi. Parce que ces bateaux ont une vie en compétition. Hein, et du coup, là, ils ont sorti. Ça, c'était aussi c'est l'arrivée des plans phares. Hein, le Vendée Globe 2004-2005, c'est l'arrivée des nouveaux bateaux. Ouais, ça, c'était lié à à la jauge qui s'est écrite et l'arrivée d'architectes comme Phare qui ont été mandatés. Le premier, c'était Jean-Pierre Dick, quoi, avec premier Virbac, quoi. Où l'architecte prend la page, le bouquin de la jauge et il crée l'optimum de cette jauge, quoi. Ce qu'on faisait pas tellement avant parce que la jauge n'existait pas, quoi. Hein. Et du coup, ça fait qu'ils s'en rapprochaient beaucoup plus en performance du cadre de la jauge, quoi. Je veux dire, c'est normal. Et du coup, les bateaux plus anciens ont fini par forcément devenir obsolètes, quoi. Hein. Et ça, c'était... je crois que pour 2008, il y a eu 16 ou 17 bateaux neufs, un truc comme ça. Hein. Et ça, c'est ce phénomène-là, quoi, qui dit, d'un coup, il faut construire pour pouvoir avoir une chance de gagner, quoi. Je veux dire, c'est... Ou alors prendre un bateau existant, mais le seul qui existait à peu près, c'était l'ancien Virbac, quoi. Et... que j'ai racheté, d'ailleurs. Et qui était déjà obsolète lui-même, quoi, parce que c'est forcément, quoi. C'était aussi un peu utopique de penser qu'on allait que naviguer puis pouvoir se battre d'environnement de prototype, quoi. Alors, tu vas le racheter, mais je ne sais pas à quel moment ça intervient, mais tu vas le racheter Alors, ce que je voulais pas faire, c'était de repartir comme ça en m'asseyant sur l'amortissement du bateau, quoi. Je dis ça, c'est pas possible, quoi, parce que c'est moi, je vais traîner mes dettes jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Donc c'est... Alors là, je dis, moi, je veux bien être le propriétaire du bateau. Par contre, je vais emprunter pour l'acheter, mais à une banque. Comme ça, la banque, eux, ils me laisseront pas courir si je paye pas l'amortissement du bateau, quoi. Tu vois, et du coup, je me suis retrouvé à emprunter 1,5 million d'euros à la banque du coin, quoi. Et c'est là que le projet a démarré. Par contre, Jean-Pierre, il allait s'en servir encore pour le Rhum en 2006. Sauf erreur, ouais. Ça veut dire que je dis, moi je veux bien, mais je vais faire Rondelone, qui est devenu la Velux 5 Océans, une dernière fois avec Super Bigou. D'accord. Pendant il finit avec son bateau. Donc tu as déjà acheté le bateau pour le prochain Vendée Globe et tu vas faire en Rondelone. Voilà, et puis mon équipe, il préparait le bateau, il mettait le bateau aux couleurs de Poujoula et tout ça pendant que je tournais autour du... D'accord. Ouais, ça commence à faire des projets d'envergure. Voilà, j'étais propriétaire de 2 IMOCA. Au milieu de tout ça, tu vas faire un petit trophée Jules Verne quand même. Ouais, alors ça c'était... C'est en 2005.
2005, ça c'était C'est Bruno parce Perron. que Comment tu te retrouves là-dedans? Donc c'est Bruno Perron sur Orange. ouais, c'est c'est l'équipage parce que il leur manquait un barreur et comme je faisais pas le globe, j'étais disponible et voilà comment me suis retrouvé là-dedans. Ouais, Ça change. Ah, ça là, change. Il y a 14 ou 15 personnes. Ouais. Puis le bateau, il fait 30 tonnes ou je sais pas combien. Et c'est un gros bateau, multi. Je connaissais pas trop. D'ailleurs, j'ai dit à Bruno, il faudrait peut-être que je vienne une ou deux fois avant, quoi, parce que je sais pas si je sais faire. Mais bon, ça s'est bien passé. C'était une aventure, quoi. Ouais. Et une belle aventure parce que on bat le record. Ouais, c'était. Et toi, jusque-là, toi, tu mènes tes projets de manière assez indépendante, Ouais. un peu. Ah, là, c'était beaucoup plus simple, quoi. Ouais, voilà. Là, j'étais embauché, quoi. C'était. Et puis tu n'es plus patron du projet, quoi. Tu deviens un simple équipier. Ouais. Fallait faire. Ça te faisait du bien? C'est une respiration? Ah ouais. Bah oui. En fait, t'as beaucoup moins de travail, quoi. C'est un bonheur. Faut faire ton boulot comme il faut parce que t'as intégré une équipe, quoi. Mais t'as pas tous les contraintes ou peu, quoi, de contraintes, soit médiatiques, soit financières, t'as plus tout ça, quoi. Donc ça, c'était top, quoi. Puis après, on a un équipage génial, hein. C'était top. Alors, on l'a déjà raconté plusieurs fois, hein. C'est un peu la piste aux étoiles, l'équipage, hein. Il y a du boulange, quand même, hein. Ouais, il y a du boulage. Et puis... Il y a des petits jeunes qui j'étais en deviendront quart grands. avec Jacques Carès, Qui est aujourd'hui directeur du Vendée Globe. directeur du Vendée Globe. J'étais avec Lionel Lemonchois. Qui gagnera la Route du Rhum un an plus tard. Ronan Le Goff. qui était un équipier numéro 1, qui était très recherché pour ses... qui fera plusieurs Jules Verne, hein, qui sera multiples fois d'expérience. Et puis à côté de ça, il y avait des gens comme Sébastien Audigan, Yann Eliès, Sébastien Josse. Josse, non, Sébastien Josse, c'était avant. Ouais. Il y avait Philippe Péché, il y avait tout un... maintenant... tous, je me rappelle plus, il y avait Ludovic, il y avait... bref, c'était un peu une dream team, quoi. Du coup, quand tu repars faire Around the Lone, la course a beaucoup changé entre deux éditions. Elle est... Ouais, après, il y a pas mal de tensions entre l'IMOCA et l'organisateur de la course, quoi. En fait, il n'a pas trouvé de partenaire pour sa course, enfin, très peu de partenaires. Donc, en fait, ça s'est réduit. En fait, c'était plus en 5 étapes, c'était en 3 étapes. Donc, on faisait quasi 2 demi-tours du monde, quoi. On partait de Bilbao. Et de Bilbao, on allait en Australie, à Fremantle. Et de Fremantle, on allait à Norfolk, aux États-Unis. Donc, on faisait 2 demi-tours du monde. C'est 10 000 les étapes, quoi. Un petit record de l'Atlantique pour finir à Bilbao, quoi. C'était Robin Knox-Johnston qui organisait, hein. Ouais. Et c'était un peu la fin de cette course-là parce qu'ils ne sont pas. Et puis les Espagnols qui sont venus proposer la Barcelona, tu vois, c'était en même temps. Ils venaient avec beaucoup de moyens parce c'était dans un cadre défiscalisé et tout ça, ça fait mourir la course autour du monde un équipage pour lequel moi j'ai toujours lutté contre la mort de cette course-là, quoi. J'ai trouvé trop dommage d'arrêter ça, quoi. Pour la vie de l'IMOCA elle-même, quoi. Je pense que il avait une vraie place, quoi. Même de recycler des bateaux anciens, hein. Je veux dire, il y en a plein qui rachetaient des bateaux d'occasion pour faire cette course-là, qui n'auraient jamais fait le globe. En fait, ça crée un peu un fonctionnement économique à ces bateaux-là que d'un coup, tu fais pas du tout avec la Barcelona. Alors, tu la gagnes à nouveau? Je la gagne de nouveau, ouais. Pourquoi tu rigoles? Parce que, en fait, moi, sur le papier, je n'étais pas forcément le favori. Il y avait Mike Golding et Alex Thompson qui avaient des bateaux plus rapides, quoi. Alors moi, j'avais travaillé pour booster le mien, mais... Et puis, 12 heures après le départ, on s'est fait cueillir par une immense tempête, quoi. Et quatrier, je suis le seul de la flotte à avoir passé, quoi. Ça donne des photos. Ouais, là aussi, des photos extraordinaires. Extraordinaire.
photos d'une tempête. Enfin, quand on dit la mer est blanche, c'est qu'il y a 50 ou 60 nœuds, quoi. Enfin, Et plus que ça, il y avait 60 nœuds établis avec des pointes à 70 nœuds, mais c'était ouf. Donc, c'est une photo d'hélicoptère. C'est vraiment incroyable. Hein. Était sous grand voile seul, je crois, de mémoire. J'ai essayé de mettre le tourmentin. D'ailleurs, quand on a longé les côtes et tout ça, on savait qu'on allait prendre du mauvais temps, quoi. Et puis, moi, j'ai appelé mon équipe pour dire, mais putain, l'adresse de tourmentin, t'es sûr de ça? Parce que ça me paraît... Ouais, tu peux y aller sans problème et tout. J'ai pas bordé qui était cassé, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à essayer de récupérer mon tourmentin, mais c'est pour ça que j'étais sous grand voile seul, quoi. Les photos sont extraordinaires. Ouais. Et moi, j'ai réussi à passer, je suis resté collé à la côte. C'était du sud-ouest, je pense. Et en fait, j'étais un peu abrité de la mer du Cap Finistère, quoi. Et j'ai réussi à passer comme ça. Les autres, ils se sont fait massacrer au large. Les routages nous menaient au large, quoi, pour la bascule et tout ça, quoi. Alex a cassé son bateau. En fait, il a dû s'arrêter. Alors là, sur la Velux, tu peux t'arrêter, quoi. En fait, tu peux faire escale avec des pénalités, mais bon. Et puis Mike, il avait aussi dû s'arrêter. Je sais plus trop pourquoi, mais du coup, ils se sont retrouvés à me courir après, quoi. Et Alex, finalement, il a cassé son bateau, il a coulé, il a perdu son bateau, il se fait récupérer par Mike, qui finalement démate, quoi. Et du coup, les autres étaient tellement loin que c'était une course plutôt de contrôle, quoi. Et c'était même pas une course de contrôle parce que la météo, elle m'obligeait à aller vite, quoi. Dans le Pacifique, par exemple, si tu loupais un système, tu te retrouvais dans un système de merde, quoi. Toi, un peu genre ce qu'ils ont eu là, certains à faire du prêt. Et du coup, j'ai boosté et puis je leur ai collé une balle. Voilà. Et puis, un autre truc, là, c'est une anecdote que beaucoup connaissent, mais qui était très difficile pour moi. Là, je suis parti. T'as oublié tes cirés, c'est ça? J'avais mes cirés, mais j'avais pas d'habit chaud, quoi. Ah oui, c'est ça. Pas de polaire. T'as oublié tes polaires. Ouais, j'avais juste un bas de polaire, que j'avais au départ, mais c'est tout ce que j'avais. Et pour l'étape entre Bilbao et Fremantle, donc tout l'Indien, quoi. Mais c'était dur, quoi. Hein. C'était... Et tu t'habilles avec quoi, du coup? Je mettais plusieurs couches de trucs fins, quoi. Et puis, je me déshabillais pour manœuvrer, quoi. Tu vois, pour pas les mouiller. Et je trimballais mon encre pour me réchauffer, quoi. Je faisais énormément d'efforts pour me réchauffer, quoi. Ah oui. J'avais peur de dormir, hein. Peur de me réveiller, quoi. Ça caillait. Avec le froid? Avec le froid, ouais. L'huile d'olive était figée complet et ça caillait. Et puis là, en fait, comme si tu bouges pas, et puis comme j'ai pas de fringues, quoi, toi, c'était un moment dur, quoi. Et puis du coup, j'ai manqué de bouffe parce que tu as trimbalé ton encre, tu crames de l'énergie, donc tu bouffes. Donc les 3 derniers jours, je bouffais des rations de survie. Et tu faisais de la muscu, quoi, pour t'échauffer. En fait, je la trimballais dans le bateau, quoi. Pour faire marcher l'ensemble de chauffer, quoi. Puis, surtout que j'étais semblait être à peu près chaud, j'allais me foutre au plumard dans une couette où j'avais foutu une couverture de survie, tu sais, de ces trucs en alu, quoi. T'avais pas de sac de couchage non plus? Si, mais j'avais un sac de couchage qui était prévu pour fonctionner avec des fringues, quoi, toi. Donc, pas sans ça, quoi. Oh, Donc ça, c'était raide, quoi. Et du coup, avec ça, j'ai dit, plus vite je suis sorti de là-bas, mieux c'est. Donc, toi, j'ai mis les gaz. Hein. C'est une technique un peu rustique pour motiver le marin à aller vite, quoi. Ouais. Tu vas à poil, comme ça, tu seras sûr d'aller vite. Ouais, c'est pas le bon moyen, mais... Mais bon, c'était un mauvais souvenir. Hein. C'était pas un mauvais souvenir parce que, tu vois, ça te permet de voir que tu peux aller vachement plus loin que ce que tu penses pouvoir aller, quoi. Et puis après, mais par contre, t'as pas forcément besoin de ça, quoi. Voilà. Donc après, pour partir, j'ai mis un chauffage, j'ai pris mes fringues, j'ai prévu le truc différemment. Pour la deuxième étape, quoi. Bon, tu vas gagner, donc tu vas rentrer dans le cercle assez fermé des doubles vainqueurs de Round the Lone, avec Christophe Auguin et Philippe Gentot. Voilà, quand même, il y a quand même quelques marins français, ça fait assez chic.
Et quand tu reviens, il y a ton nouveau bateau qui t'attend. Ouais. Et donc, du coup, quand tu reviens, il reste encore quelques mois et puis c'est le Vendée Globe. Donc, t'es quand même le gars qui fait un tour du monde en moyenne tous les 18 mois, quoi. Ouais, il y a une période où je les ai un peu alignés, quoi. Enchaîné, ouais. Ouais. Il y a même une année où j'en ai fait 2 dans la même année. On verra plus tard, sûrement, mais il y en a eu 2 dans la même année. Ouais. D'accord. C'est un peu plus tard. C'est beaucoup plus récent. Ouais. On va y venir. Alors, du coup, le rachat du bateau du plan phare, là aussi, tu changes de dimension. T'as un bateau quand même beaucoup plus moderne que Super Bigou, même si c'est pas le dernier cri. Mais le Vendée Globe il faut toujours qu'il se passe quelque chose sur le Vendée Globe. Ton Vendée Globe va connaître un changement de direction assez particulier au Kerguelen. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode à la fois douloureux et aventurier Ouais, le Globe, en 2008, on a beaucoup travaillé sur le bateau avant, quoi. Parce qu'en fait, dans l'idée, c'était de racheter un bateau performant pour plus naviguer, s'entraîner, mettre le bateau à sa main, plus que chantier, quoi. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que il est arrivé toutes ces nouvelles générations de plans phares, quoi. Bateau de Vincent, je sais plus, c'était Loïc peut-être. C'est pas cette année-là. Si, Gitana Haïti, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tous ces bateaux-là, quoi. Et puis, la première course. C'est la deuxième génération de plans phares. Ou la deuxième, ouais, la deuxième, ouais, excuse-moi, la deuxième génération. En fait, on s'est rendu compte de la première course que j'ai faite, qui était un tour des îles Britanniques, qu'en fait, on n'était pas du tout. On n'était pas du tout dans le coup, quoi. Par rapport à ces bateaux-là, quoi. On était à ramasse complet. Et du coup, on s'est dit, il faut trouver de la performance, donc chantier. Donc, en fait, on a remis un peu en route le même principe, quoi, mais de façon forcée, quoi, à transformer le bateau complètement pour essayer de suivre le rythme, quoi. Toi, on était pas mal arrivés, hein, on fait 3e à la Jacques Vabre. Et du coup, je partais avec pleine confiance en 2008, quoi. 6 heures après le départ, déjà, je commence par me prendre un cargo. Tape un cargo. Mais je l'avais vu depuis longtemps. Je voyais des... En fait, il y a des grosses lumières et tout ça. J'ai cru que c'était un bateau de pêche, quoi. Parce que normalement, un cargo, il n'est pas illuminé comme ça, quoi. Toi, c'est... Et en fait, c'était un cargo qui était à dérive. Il attendait... je ne sais pas ce qu'il attendait, d'ailleurs. Et en fait, le temps de rentrer dans le bateau pour faire de la nave et ressortir, bam, je rentre dedans, quoi. Et d'ailleurs, le cargo, il est parti sans trop demander son reste quand il a mis en route à ce moment-là, quoi, pour partir. Je sais pas trop ce qu'il foutait, mais bon, j'y suis rentré dedans quand même. Et du coup, j'ai fait pas mal de dégâts, donc je suis revenu au sable et je suis reparti plusieurs jours après, 3 jours après, réparer l'étrave, le bout dehors, le mât. En fait, les haubans avaient fait le levier sur la coque du cargo, quoi. Et en fait, les barres de flèche qui pouvaient s'articuler, elles ont poinçonné le mât sur l'arrière. Donc, il fallait réparer le mât, il fallait démater. Enfin, tout ça, c'était un bazar, quoi. Donc, ça partait pas très bien. Et puis, en repartant, du coup, on avait une météo plus favorable, quoi, qu'avait déjà eu Mich, quoi, mais qu'on avait encore plus nous derrière, quoi. Je veux dire, et Mich, c'est le Vendée Globe où Mich fait demi-tour aussi et repart. Et qui gagne, ouais. Et qui gagne. Et moi, j'avais été le plus rapide entre les Sables et le Cap. C'est pas parce que j'ai été plus talentueux, c'est juste que j'avais une meilleure météo, quoi. Toi, et le vrai talent de Mich... Alors que tu avais pris tes polaires. Ouais, j'avais pris mes polaires, ouais. Mais le vrai talent de Mich, c'est de les avoir dépassés, quoi. C'est pas de les avoir rattrapés, quoi. Toi, c'est de les avoir dépassés et gagnés, forcément, après, quoi. Mais il aurait eu un peu moins de réussite, il les aurait jamais vus, quoi. Voilà, et moi non plus, d'ailleurs. Et en fait, après, j'attaque l'Indien et commence à avoir du bruit bizarre dans la barre et... Ouais, pas des bruits que j'identifiais pas au début. Puis après, j'ai identifié, c'était les roulements dans les paliers de safran qui commençaient à faire des bruits bizarres. Et en prenant la barre, en barrant, je sentais des à-coups. Et en fait, c'est les roulements qui sont arrivés en fin de vie, quoi. C'était pas... Alors qu'on les avait changés, il y avait un défaut dans le matériel, quoi.
En une journée, ça s'est délité, quoi. Et du coup, en fait, les safrans, alors, j'étais pas en danger, hein. Les safrans, ils fonctionnaient, mais il fallait le caler avec quelque chose, mais tu pouvais plus faire un truc propre, quoi. Tu mettais en danger le safran, quoi. Tu vois, donc tu es obligé de t'arrêter, quoi. Là, j'étais au sud de l'île Heard. Alors là, on pouvait aller bas encore parce qu'il y avait les portes. C'était pas encore la zone d'exclusion des glaces, hein. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher la porte puis on descendait vachement au sud, quoi. Et là, je dis, le seul endroit où je peux réparer, c'est Fremantle, quoi. Et du coup, je me rendais à Fremantle. Et sur le passage, il y a les Kerguelen. Et puis, il y avait un gros coup de vent d'annoncé. Et mon équipe, l'organisation de course, la météo, tout le monde me disait ouais, va t'abriter au Kerguelen, t'es fatigué, machin et tout. Et puis en fait, je me suis laissé guider. Et je suis arrivé au plus mauvais moment devant la base pour aux Français, là, au Kerguelen. Et en fait, cet endroit, il a été construit, sauf erreur, par rapport à une potentielle piste d'avion. C'était pas du tout un port pour bateau, quoi. Et du coup, la base, elle est au vent de la côte, quoi. Donc moi, je me suis juste enfilé dans un cul-de-sac, quoi. Tu vois, tu ouvres un bouquin de voile pour les Glénans, par exemple, la première page, c'est marqué, il faut pas rester au vent de la côte, quoi. Toi, c'est le premier truc. Et moi, j'ai fait juste ça, quoi. Toi, mais le problème, c'est que T'étais cramé. bah, j'étais pas si cramé que ça parce que ça a pris du temps quand même d'aller de l'île Heard, enfin du sud de l'île Heard jusqu'au Kerguelen, mais si je me suis laissé guider, quoi. Tu vois, puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait confiance et j'ai arrêté de complètement analyser le truc, quoi. Toi, et rentrer là-dedans, c'était une erreur que j'ai faite, hein. C'était stupide, quoi. C'était pas bon. Et quand je suis arrivé, il y avait 60 nœuds de vent, c'était marée basse, donc on était proche des calpes, les algues, les machins, et les trucs. Et puis j'ai pas pu freiner le bateau. On n'a pas pu freiner le bateau. Il y avait Dominique Vavre au Kerguelen aussi, qu'ils ont mis sur mon bateau pour aider, mais on n'a jamais réussi à choper la bouée. Parce que Vavre avait fait escale aussi au Kerguelen, c'est ça? Dominique Vavre, il a fait escale au Kerguelen, ouais. D'accord. Je sais plus pour quelle raison. Il avait des problèmes de quille, je crois. Problème de tête de quille. Et donc en fait, t'as jamais réussi à mouiller l'encre, enfin l'encre n'a jamais croché. Ah, c'est pas l'encre, ils avaient préparé l'arrivée, oui, quoi. d'accord. Toi, Il y avait une tonne, il y avait un d'accord. truc, mais moi, à fond en marche arrière, sans voile, il y avait juste la corne, on allait à 7 nœuds. Et en fait, le petit Zod du Marion Dufresne, il n'a jamais réussi à se mettre devant vraiment le bateau pour pouvoir crocher le bout. Aller plus vite que le bateau, quoi. Et du coup, une fois que tu l'as pas, la tonne, tu vas. Je me suis retrouvé dans les kelpes, c'est-à-dire ces grandes algues laminaires qu'il y a dans le sud, là. Dans un premier temps, mais une fois que tu es là-dedans, c'est baisé, hein. Je veux dire, si tu n'as pas quelque chose qui te tire, tu n'es pas autonome du tout, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai fini sur les cailloux. Et puis après, ils sont venus me récupérer. On a mis le bip, on a gonflé le bip pour pouvoir débarquer, pour aller à terre. Et toute la nuit, avec la marée, il était posé tout en haut, à marée haute, sur la grève, quoi. Et voilà. Et ça donne à nouveau une photo incroyable. Avec le bateau, incroyable. Ça, elle est triste, quoi, mais c'est un document, quoi. Avec, il y a un phoque au premier plan et il y a ton bateau couché sur sa quille au Kerguelen, quoi. Ouais. Et comment t'es sorti de là? Comment je suis avec le Marion Dufresne, hein, c'est avec l'aide des gens, des Kerguelen, des plongeurs. Il y avait des plongeurs, et tout ça. On a fait en sorte que le bateau, déjà on l'a treuillé avec le Marion Dufresne. Et après, on l'a mis à la tonne qui était prévue pour ça. Le vent s'était calmé. Là, on a mis un peu tout l'électronique, la caisse, tout ce qu'on pouvait pour le mettre un peu hors d'atteinte de l'eau, quoi. Enlever ce qu'on pouvait, quoi. Puis après, c'était démater le bateau parce qu'il y avait le mât. Donc, c'est la première fois que j'ai abattu mon mât, quoi. Je ne pensais pas, en apprenant le métier de bûcheron, que j'allais un jour abattre un mât, quoi. T'as fait comment? Et j'ai préparé tout l'ensemble de trucs comme un dématage normal. Puis à la fin, j'ai coupé le haubans. Mais c'était un truc à faire de manière réfléchie, quoi, toi, parce que sinon tu le pètes, quoi. Mais bon, en fait, il est tombé nickel dans l'eau avec des pare-battages en tête de mât.
Et Et vous l'avez mis sur le Marion Dufresne après. après, on l'a mis sur le Marion Dufresne, ouais. D'accord. Et l'épave aussi, quoi. Et l'épave du bateau aussi, quoi. Donc, on a tout récupéré, quoi. Oui, et du coup, t'as déquillé le bateau. Comment t'as fait? Non, on a posé le bateau sur le côté troué, quoi. D'accord. Il était détruit d'un côté. Donc, celui-là, on pouvait poser n'importe comment sur la cale, quoi. Donc, ça faisait presque un plan avec la quille, quoi. Ah oui. Et voilà. Et puis, sangler le truc, et puis, retour à La Réunion. D'accord. Voilà. Et le bateau, alors du coup, là, je me perds un peu. Le bateau, il est devenu quoi après? Le bateau, en fait, il y a une personne là-bas qui construisait un kata de croisière qui s'intéressait à mon mât, quoi. Mais comme c'était un bazar à évacuer, moi, j'avais pas le droit de le détruire là-bas. J'ai dit, je suis d'accord de te vendre le mât, mais je te le vends avec le bateau. Donc, j'ai vendu le tout à 1 euro. 1 euro parce qu'il y avait besoin d'une facture, quoi. Ah oui, d'accord. Mais voilà, À La Réunion. à La Réunion. Et donc, il y a la quille de Et puis l'ancien après, Virbac. on a appris que le bateau, le bateau, il l'avait brûlé. En fait, il a pris feu. Je sais pas pourquoi, mais il a pris feu. Quel destin. Ouais. Donc, Vendée Globe 2008, j'ai partie des nombreux bateaux qui n'ont pas fini la course, quoi. Il y a eu 17 bateaux neufs, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, hein, Ah oui. des bateaux neufs. Ah, j'ai plus toutes les stats, mais effectivement, ça fait du giga. Ouais. Bon, il a gagné. Mais bon. Alors après, t'as 2 petites années de transition quand même qui vont suivre. Tu vas te mettre au Figaro. Tu vas faire une saison de Figaro. Ouais, mais ça c'est parce qu'en fait on était toujours dans l'optique de faire le globe et Donc, le suivant, alors on est déjà à cheval pour le suivant. ouais. Par contre, du coup, j'ai construit un bateau neuf, quoi. Du coup, Et ça allait prendre du temps. Tu sais tout de suite que tu vas construire un bateau neuf? Ben oui. Moi là, on était parti. En fait, moi, je voulais plus être propriétaire du bateau parce que c'était trop lourd, quoi. Là, en fait, j'ai touché l'assurance du bateau, mais ric-rac, quoi. Le bateau, il était assuré, celui du Kerguelen, donc le plan phare, il était assuré pour des dégâts totaux, quoi. Perte totale, ouais. Perte totale, ouais. Et ils ont un peu, à un moment donné, ça a commencé à discuter comme quoi il était réparable, quoi, le bateau. Donc là, il fallait que je cours en Amazonie, hein. Là, c'était impossible, quoi. Et finalement, ils ont bien accepté le truc. Ce sera plus jamais un bateau de course et peut-être plus jamais un bateau. Et du coup, j'ai été indemnisé, mais ça a permis juste de payer les trucs que je devais, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, je voulais pas, parce que je voulais pas revenir. Puis là, il y avait une fondation suisse, qui me donnait un coup de main, qui essayait de faire du sponsoring, quoi. Mais je leur dis, vous n'êtes pas sponsor, ce qui serait le mieux, c'est que vous financiez le bateau, et puis que moi, après, avec les sponsors, je le reloue, quoi. Je loue le bateau comme un truc normal, donc vous seriez armateur, et puis plutôt que sponsor, derrière, des gens qui vampirisent un peu l'image, quoi, de façon normale, parce qu'ils payent, quoi, mais le résultat est quand même là, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et on a fait appel à Juan Kuyomjan, l'architecte franco-argentin, je crois. Ouais. Et puis, à décision, parce qu'en fait, c'est des personnes que je connais depuis longtemps. Et voilà. Une décision, c'est un grand chantier suisse. Hein. C'est le chantier suisse, notamment qui a construit les bateaux Alinghi, d'Alinghi. ouais. Voilà. Voilà, donc on part avec ce bateau. Et pourquoi Juan Kuyomjan? Parce qu'il n'avait pas dessiné beaucoup d'IMOCA jusque-là. Il en avait fait un qui était surpuissant, mais qui n'était pas prévu pour le solitaire, quoi. Voilà. Mais il avait fait les bateaux de la Volvo, il avait beaucoup d'expérience. Il a gagné la Volvo avec Ben Amro. Et puis après, il fallait aussi un architecte. Bon, déjà, moi j'étais content avec la manière dont Juan prenait les choses. Et puis il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait de la disponibilité de tous les côtés, quoi. Et puis il y avait un autre truc, c'est que refaire tous la même chose que les autres, c'est pas terrible, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Enfin, je préfère faire le cheminement de réfléchir
de mon côté, quitte à arriver au même résultat que les autres, quoi, mais faire le cheminement, quoi. Et ça me paraissait plus intéressant, quoi. Et voilà, pourquoi. Et puis, donc, on crée ce bateau-là, qui était finalement un bateau qui était très puissant aussi, et qui était normalement gérable par une personne seule, quoi. Ce qui était le cas, mais la puissance, elle a un coût, quoi. Je veux dire, et souvent, là, les gens, ils font le lien entre puissance et difficulté de manœuvre, quoi. Mais là, c'était pas ça. Le bateau n'était pas tolérant du tout, quoi. C'était un spécialiste, quoi. Et du coup, il fallait... Et ça, je pense qu'on a un peu pâti de la Volvo, quoi. Où il y avait plein de gens qui réglaient le bateau en permanence, quoi. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment tout le temps être dessus pour qu'il avance. Et quand il avançait, il avançait vite, hein, c'est sûr, quoi. Mais il ne tolérait pas le mauvais réglage, quoi. Ou le réglage moyen. Ou le réglage qui moyen. Qui est l'apanage du solitaire, en fait. Bah, Où il n'y a pas un régleur à poste en permanence. Ouais. Ce qui était frappant après, quand j'ai navigué avec celui de Mich sur la Barcelona, quoi. Le truc, il avançait moins vite dans les pointes, quoi, mais il pouvait faire une vitesse moyenne supérieure. Mais il avançait tout le temps, quoi. Ouais. Alors là, en fait, c'est la cour des grands, là. Là, t'as un bateau neuf, ouais. Un sponsor. Après, c'est sûr que si tu veux mettre en route un projet globe qui veut essayer de gagner, je sais pas si tu fais de plus, quoi. Ouais. Tu vois, en fait, tu peux pas. Enfin, c'est le cheminement normal, quoi. Donc après, comme c'est pas moi qui allais le construire, c'est le chantier qui allait le faire. Il y avait il y avait pas de navigation, quoi, toi. Et puis il y avait du temps, et du coup, cette année-là, qui est l'année 2010, sauf erreur. En 2009, tu fais une saison de Figaro. Non, 2009, pardon, 2009 classe 40. J'ai classe 40, et puis 2010 aussi. Hein. Voilà. 2010, je fais le Rhum en 40 pieds. En 40 pieds. Avec un petit peu de Figaro au milieu, histoire de... Voilà, Figaro. Mais c'était surtout pour m'entraîner, quoi. Ouais. Voilà. Alors, du coup, ça nous amène au Vendée Globe 2012-2013. Ouais. Donc là aussi, ça va être aventureux. Il se passe toujours quelque chose avec toi. Ouais, mais 2011, la première vraie course, c'était la Transat Jacques Vabre. Là, on était en tête, ou alors on partageait la tête avec Massif, avec François, et on tape un container, quoi. Et déjà, on ne s'est pas rendu compte, quoi. On a su que c'était un container parce qu'on a vu les traces, mais après coup sur le bateau, hein, mais on ne s'est pas rendu compte parce qu'on a dû il a dû tangenter, on a dû le frôler, quoi. Et le coin du container, il a abîmé assez la peau extérieure pour peler le bateau, quoi. Et on s'est rendu compte quand le bateau a des mouvements bizarres, je rentre dans le bateau et les voiles flottaient, quoi. Toi, je veux dire, c'est dans le bateau, quoi. Voilà, ça sent pas bon, quoi. Et puis on comprenait pas trop ce qui arrivait, quoi. Donc résultat, on essayait de rentrer par nous-mêmes, mais là ça allait pas parce que le bateau, même plein d'eau, il continue à aller vite, quoi. C'était ton équipier, c'était c'était Jean-François Cuzon. Jean-François Cuzon. Jeff, ouais. Et du coup, on demande de l'aide, on se fait litreuiller, quoi. Qui lui s'était déjà fait litreuiller 2 ans avant. Ouais. Avec Sébastien Ross. Par les mêmes équipes, c'était peut-être pas les mêmes personnes, mais la même équipe. Il s'est retrouvé avec le même pantalon, les mêmes chaussures, le même téléphone. Il arrivait à la base, il dit tiens, attends, je connais la chambre. Ouais, c'est ça. Non, on prend plutôt ce café-là à la machine, celui-là, il est pas bon. Ouais. Et puis après, moi, j'ai affrété un bateau de pêche à Horta. C'était au nord des Açores, là, pour aller rechercher le bateau. Qu'on a ramené à Brest, où on a reconstruit le bateau, nous, quoi. Alors, la partie de la coque abîmée était refaite dans le moule chez Décision, en Suisse. Et venu greffer au bateau à Brest, dans le chantier qu'on a fait, où on a tout refait le bateau. Le bateau, il flottait bien, quoi, mais il flottait en 2 eaux, quoi. Maté, il y avait 15 mètres carrés de bordée détruits, quoi. Tu vois, un petit chantier, parce que sinon ça serait pas drôle. Ouais, mais le problème, c'est que les autres, du coup, ils avaient deux transats d'essai. Et tous les soucis que j'ai eu après ce globe, en fait, je les aurais vus, ils viennent pas de là, mais je les aurais vus là. Tu les aurais détectés sur cet alentour. Ouais, alors on aurait pu, parce qu'il y avait vraiment tel truc des hydrogénérateurs, c'est une découverte
de se dire que ce machin-là, il tient pas, quoi. On n'a pas vu ça aux essais parce que finalement, tu es rentré dans une logique de préparation un peu où tu mets les priorités parce que tu n'as plus beaucoup de temps, quoi. Et j'ai eu des soucis assez rapidement mais des soucis pas du bateau, quoi, mais du problème technique idiot, quoi, comme le support d'hydrogénérateur, quoi. Ça a mis la zone et pourtant ça allait bien. Hein. J'étais plutôt dans le groupe de tête, voire en tête dans le début de l'Indien là. Je me rappelle, là, j'avais passé en tête avec l'aide d'une porte, quoi. Toi, mais le jour où j'étais pointé en tête, je savais qu'il fallait que je m'occupe du bateau, quoi. Une joie de courte durée, quoi. Ouais, c'était même pas une joie, parce qu'en fait, à terre, ils disaient, ouais, il est passé en tête. Et moi, je disais, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alors, sur ce Vendée Globe 2012-2013, les événements vont se passer en 2 temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord l'escale au sud de dans les îles, au sud de la Nouvelle-Zélande? Ouais, alors après l'Indien, j'ai passé tout l'Indien à essayer j'avais toujours un peu de fuel, faire de l'électricité, donc ça allait, je pouvais avancer, mais je pouvais plus être sur le bateau pour régater, quoi. Il fallait que je travaille pour essayer de régler. J'ai essayé de faire plein de trucs avec ces supports, ça n'a pas marché. Jusqu'à me dire que c'est pas possible. Alors, on explique juste qu'en fait, t'étais parti, mais t'avais pas assez de gasoil pour faire tout le tour. Les hydrogénérateurs sont censés apporter la majorité de la. Ouais, j'avais la moitié du tour du monde pour faire le tour, quoi. Après, ça semblait être largement suffisant, quoi. Toi, c'est parce qu'avec les hydrogénérateurs, on avait fait beaucoup de travail sur ces hydrogénérateurs et on créait normalement tout le courant, quoi. Donc, ça semblait être ceinture et bretelle, quoi, toi, parce qu'il y avait 2 hydrogénérateurs, quoi. Donc, même s'il y avait un problème avec un, peut-être il y a un. Et puis, de moitié du tour du monde de fuel, quoi. Sauf que j'étais loin de penser que le support allait pas tenir, quoi. Toi, et voilà, donc après, à un moment donné, la moitié du tour du monde était fait. Hein, arrivé en Nouvelle-Zélande, donc j'arrivais en cours de fuel, quoi. Et je disais, là, faire le Pacifique comme ça va pas. Hein, c'est pas bon. Et du coup, il faut que je m'arrête. Donc, j'essaie de trouver un endroit, une baie qui va bien pour réparer, hein, pas pour réparer, quoi. Donc, je vais ancrer. Donc, c'était une baie déserte, quoi. Toi, c'était... comment ça s'appelait cette île? Les îles Auckland. Auckland Island, voilà. Enderby. Auckland Island, ouais. Donc, je mouille là-bas. Je commence. L'idée, là, c'était de virer les supports et prendre l'hydrogénérateur, faire un trou dans le bateau, strater le truc au bateau, comme ça, c'est, tu vois, ça remarche, quoi. Donc après, c'est un travail, quoi, parce que tu fais comme un trou dans le bateau, il faut strater le truc propre, quoi, toi, faut pas que tu fasses plus de mal que de bien, quoi. Et je savais que là, à Auckland Island, j'avais pas beaucoup de temps, quoi. À un moment donné, le vent allait se lever et tourner, et que j'étais plus il fallait que je parte avant ça, abrité, quoi. Voilà. Abrité, oui, mais j'avais la côte sous le vent, donc on n'avait pas recommencé les idioties, quoi, comme au Kerguelen, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc moi je finissais mon travail, j'ai essayé de finir mon travail, donc j'ai pas réussi, et là, tôt le matin, quand il commençait à faire jour, d'un coup, je remarque un bateau derrière moi, quoi. Une espèce de bateau, un gros bateau, hein, un bateau de 30 mètres, 35 mètres, une espèce de truc scientifique ou je sais pas quoi. Donc, et puis le vent commençait à se lever, et puis là, je sentais que l'ancre commençait à chasser, et puis le bateau était sous mon vent, donc je prends la BHF, j'appelle, je leur dis, ouais, vous êtes sous mon vent, moi je vais devoir manœuvrer pour partir, j'ai pas de moteur, hein, je vais dire et par contre je suis en train d'arriver sur vous parce que l'ancre tient plus bien, quoi. Donc hop, là ils ont eu la discussion se fait, donc moi je descends dans le bateau pour mettre en route tous mes appareils pour avoir de quoi me guider pour sortir de là. Je ressors sur le pont et il y avait un mec sur le pont de mon bateau en train de remonter l'ancre, qui était venu m'aider comme n'importe quel marin du monde entier aurait fait, quoi. Toi, je vais dire, et
Et là, si on n'agissait pas tout de suite, qu'on laissait plafonner dans le bateau derrière, quoi. Donc, j'ai fait ma manœuvre et tout. Sitôt que le bateau était un peu loin de l'autre, j'ai dit, je suis en course, tu peux pas rester, quoi. Il faut que tu débarques du bateau. Je te remercie, mais bon, dégage, quoi. Et voilà, et du coup, là, je peux repartir parce que là, en fait, je pouvais dériver sous le vent, toi. Il y avait un océan, j'étais sorti du truc, quoi, toi. Et du coup, j'appelle Denis Auro, qui était directeur de course. Je lui dis, il y a un truc qui s'est passé, là. Il y a un mec qui est monté sur mon bateau pour m'aider, quoi. Et là, c'est parti en live total, quoi, toi. Et puis, il y a un truc, alors, je sais pas exactement si c'est ça qui s'est passé, mais les gens l'ont appris par les équipes, quoi. Et je me suis retrouvé à parler à des journalistes, quoi, plus qu'à un jury de course, quoi. Et à m'expliquer à des journalistes, quoi, toi. Et ça a pris des tours de ouf, quoi. Et moi, j'avais pas de courant. Oui, parce que ta réparation, t'avais pas fait ta réparation. J'avais pas fini ma réparation. Il fallait que je trouve un autre endroit pour y aller et du mauvais temps. Et j'avais pas beaucoup de façons pour communiquer parce que j'avais plus de courant. Donc tout ça fait que les gens ils se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait, quoi. Toi, c'est ni le jury d'ailleurs ni personne, quoi. Toi, je veux dire c'est. Et du coup finalement je vais au sud de la Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé un endroit au sud-est de la Nouvelle-Zélande, c'était vers Dunedin, je crois. J'ai trouvé un endroit où il y avait une baie qui était à côté d'un cap, quoi. Si jamais le vent tournait, alors ça semblait être abrité de la houle, quoi, mais si jamais le vent tournait, je pouvais juste changer de baie, quoi, toi. Et j'avais pas besoin de faire 200 000 pour finir mes travaux, quoi, toi. Du coup, je vais là-bas et puis après, je repars. Puis après, alors j'avais du courant, mes hydrogénérateurs marchaient de nouveau, quoi, toi. C'est qu'on finit par s'arracher du bateau parce que, en fait, quand c'est solide et tu rencontres quelque chose, et ben ça casse, quoi, toi. Mais bon. C'était un chemin de croix, les hydrogénérateurs. Quoi. Ouais. Alors, du coup, dans l'intervalle, tu vas y avoir une réclamation contre toi ? Oui, alors suite à tout de suite, même avant l'arrêt à Dunedin, quoi, tout de suite, quoi. Et donc après, j'ai dit, de toute façon, moi, j'allais pour gagner la course, hein, pour essayer de gagner la course. J'allais pas pour m'arrêter à Auckland Island. La course, je me la suis baisée tout seul, quoi. Toi, j'ai pas besoin d'attendre qu'on me disqualifie, quoi. Donc après, ils ont qu'à faire leur truc, quoi, de leur côté. Alors, moi, j'étais assez éloigné de tout le foin qu'il y a eu, quoi, toi, et que je voyais pas, quoi. Ben oui, non. Tu vois, toi, et voilà. Et du coup, je faisais mon train-train, et puis j'ai dit, de toute façon, s'ils me disqualifient, bon, c'est la règle, ce sera comme ça, bon, ça fait chier, mais c'est comme ça, quoi, hein, c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, ce qui était grave, c'est juste le projet qu'on a flingué avec une mauvaise conception de support d'hydrogénérateur, quoi. Toi, c'est juste ça, quoi. Mais alors, du coup, le jury te disqualifie derrière. Mais il me disqualifie et ça a mis du temps, hein, parce qu'en plus de ça, il me demandait des mails à répondre tout de suite ou machin. Truc. J'ai dit, les gars, faut vous mettre à ma place. Hein. Non, mais surtout derrière, tous les coureurs vont écrire en disant que c'est pas normal, qu'il faut rouvrir ton cas, etc. Il va y avoir une mobilisation. Ouais, j'ai su, mais vaguement, quoi. Toi, ça, j'ai su qu'il y avait. François Gabard écrit publiquement, le Team Banque Populaire écrit publiquement. Il y a plein de gens prennent position. Puis en plus, après, quand t'es disqualifié, t'as tout de suite un peu une connotation de triche, quoi. Quoi, toi, alors que c'est moi qui ai appelé la direction de course pour lui dire, putain, t'aurais très bien pu rien dire. Bah ouais. J'aurais très bien pu rien dire. C'était fait de l'autre côté du monde, quoi, à Dash, quoi, par un matelot russe qui n'a jamais dû savoir ce qu'il avait entraîné derrière. D'ailleurs, je sais pas trop s'il a compris pourquoi je le virais, quoi. Toi, il devait se dire, putain, il est pas très sympa, là, j'ai filé un coup de main. Aujourd'hui encore, le mec raconte le soir à la veillée que la seule fois de sa vie où il a voulu aider un mec en Nouvelle-Zélande, il s'est fait jeter. Alors, du coup, je vais pas lancer de cailloux non plus, hein. Ouais. Mais quand même. Ouais, j'ai demandé de descendre. Du coup, les hydros ne fonctionnant pas, enfin la réparation ne fonctionne pas, tu vas devoir être ravitaillé en fuel, enfin en gasoil. Alors là, je fais une partie du Pacifique sans courant, hein, là, avec carte, avec un GPS de secours, et je faisais les points sur les cartes à papier, quoi, parce que tout était coupé. Et puis là, j'avais, en fait, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais eu un gars qui avait couru la Velux 5 Océans, qui s'appelait Unai Bazurko.
qui était un concurrent, qui me disait moi je suis en train de descendre en Antarctique avec un gros bateau et si jamais tu as besoin de trucs, tu sais que je suis par là, quoi. Et du coup, comme là pour le coup, je savais que j'allais être discal. Et je me suis dit, je vais arrêter je vais prendre du fuel, hein, juste pour faire du courant, il faut. Et du coup, je lui demande, elle est là, et il prévoit des bidons de fuel où il attendait, mais juste derrière le Cap Horn, quoi. Dans une baie mouillée, juste derrière le Cap Horn. Donc je m'arrête, je fais le plein de fuel, puis je repars, quoi. Et du coup, la réclamation du jury, le cas va être réouvert. Il accepte de rouvrir le cas. Donc il y a à nouveau un nouvel échange avec le jury, non ? Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en fait, ils ont jamais. Ils savaient dès le départ qu'ils allaient me disqualifier. Ça, c'est sûr, quoi. En fait, c'est quand tu as une règle, quoi. Toi, si tu corresponds pas à la règle, en fait, ça marche pas, quoi. À part si tu as des circonstances, je sais pas, toi, comme une circonstance médicale, par exemple, ou des trucs comme ça, quoi. Mais ce qui était marqué. Donc, en fait, ils savaient que j'avais enfreint une règle, malgré moi, quoi. Mais sur lesquels ils ne pouvaient pas revenir dessus, quoi, toi. Et j'allais pas amener un élément nouveau à ce truc-là pour leur dire, non, j'ai pas pu éviter, quoi, toi. Et je crois qu'il y a eu plusieurs trucs, quoi, qui ont fait qu'ils ont cherché à sortir d'une sanction qu'ils voulaient peut-être pas forcément donner, quoi. Voilà, mais que les textes les obligeaient quasiment à mettre, quoi. D'accord. Ouais. Bon, joli micmac. Ouais. Et pour finir, j'étais arrivé, j'ai quand même fini mon tour. T'as fini ton tour. J'ai fini mon tour, j'étais j'ai freiné pour pas arriver devant Mike et potentiellement devant Jean parce que je trouvais pas ça très sympa de tâter hors course, machin, et va arriver les laisser passer, quoi. Mais on s'est pris un méchant coup de vent à l'arrivée en plus, juste pour l'accueil, quoi. Toi, mais bon, c'est terminé, quoi. Au moins, t'as bouclé la boucle. Ouais. Alors, tes aventures ne sont pas finies. Non. Parce que la même année, il y a une traînée à Jacques Vabre. C'est le chat de Bernard qui. Ouais, c'est mon chat. C'est le chat là, il est en mode. Attends, je vais enlever ta veste parce que. Ça serait bien qu'il s'exerce pas dessus. Le fauteuil, lui, c'est pas très grave. Mais, voilà. Alors, donc du coup, il y a une belle traînée à Jacques Vabre parce que vous faites 4e avec Philippe Legros. Ouais. Et le retour, lui, est moins funky. Ouais. Le retour, en fait, le retour. Le bateau, il avait été construit en partie avec du nid d'abeille d'aluminium. C'est-à-dire que les alvéoles. Les alvéoles des nids d'abeilles. Il y en avait plusieurs sortes différentes, comme les bateaux. Le sandwich, il est fait d'une peau de carbone, d'un matériau d'âme qui peut être de la mousse ou du nid d'abeille généralement, et qui est du Nomex. En fait, le Nomex, c'est du carton. Et après, une autre couche de carbone. Et là, comme le bateau était très puissant et qu'il devait récupérer pas mal d'efforts, le truc qu'avait trouvé Juan, ou le chantier, je ne sais plus lequel, c'était de mettre du nid d'abeille d'alu qui emmagasinait assez l'effort du bateau sans prendre trop de poids. Voilà. En gros, je schématise. Et on savait du coup qu'on avait fait plein de tests en labo, avec une école polytechnique, machin et tout, et on avait validé le matériau, quoi. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé sur le convoyage retour, où le bateau, en faisant du près, tu es tout le temps sur un bord, quoi. Il a dû taper un truc, quoi, qui a laissé infiltrer un peu d'eau dans le composite, quoi, c'est-à-dire dans les alvéoles. Pour là, n'était pas un très gros souci, quoi, parce qu'il était tout le temps à la même place. Mais après, à un moment donné, quand tu as fini sur ce bord-là, et puis tu attaques après les Açores sur l'autre bord, et par gravité, l'eau qui est là-dedans, elle descend, quoi. Et là, en 3 jours, le bateau, il s'est corrodé, quoi. Et l'eau... Par le petit entourage de... en fait, ce qui s'est passé, c'est métallique que... des alvéoles, quoi. L'eau de mer avec le carbone, ça fait une pile, quoi. Et l'alu, quoi. Ça fait une pile, donc ça crée du courant. Mais sauf, le problème, c'est que ça a acidifié l'eau, parce que le volume d'une alvéole est tellement petit qu'elle est devenue très acide. Donc ça niquait la colle. Donc ça allait à l'alvéole suivante. Et ça a traversé le bateau comme ça, mais en vitesse grand V, quoi.
Et on a contrôlé le bateau. On savait on le contrôlait tout le temps, ce bateau, quoi. Avant de partir d'Itajaí, là, on avait sondé le bateau complet. Il n'y avait pas de trace d'aucun défaut dans le bateau, quoi. Et c'est l'explication qu'on a trouvée. On sait de quoi ça vient. C'est l'électrolyse. Mais c'est pas l'électrolyse qui a cassé le Nidadalu. C'est l'électrolyse qui a acidifié l'eau, qui a niqué la colle qui tenait le truc. Et puis après, par effet, qui a abîmé l'alu sur 10 cm de large. Mais bon, après, la structure, elle n'y est plus, quoi. Et après, on était en convoyage. Là, la fin du convoyage retour, j'étais juste avec un copain qui s'appelle Damien Guillou, qui est figariste, là, qui travaille avec Pierre B. Ouais, peut-être, ouais. On savait qu'il y avait du très mauvais temps sur la fin du parcours, quoi. Là, depuis 3 jours avant d'arriver, quoi, enfin même avant, 4-5 jours avant d'arriver, on freinait le bateau pour rester au large du plateau continental, quoi, pour ce mauvais temps, pour qu'on ait de la mer à peu près normale, quoi. Et puis ces bateaux-là, ils sont prévus pour le mauvais temps, donc je veux dire, on était largement dans ce qu'on voulait faire, quoi. Et au début d'une nuit, il y avait beaucoup de mer, et il y avait déjà eu le premier front, il y avait des doses fronts à passer, et il y avait vraiment beaucoup de mer, quoi. Il y avait des creux de plus de 10 mètres, quoi. Et le bateau, il est parti en descendant une vague et il n'est jamais remonté. En fait, il s'est cassé un peu comme celui de Kevin, comme PRB, là, pour des raisons sûrement différentes, quoi. Mais, il n'a pas de foil, déjà. Ouais, puis il n'a pas d'alu. Voilà, donc en fait, la raison, elle est forcément différente, mais le résultat, c'est le même, quoi. Ouais. La caisse, elle se casse en deux, quoi. Et là, en fait, elle était cassée en deux. La coque était cassée. Elle pliait. En fait, l'étrave bougeait en pliant le pont, quoi. Le pont était toujours attaché au début, quoi. Mais ça veut dire que toute la coque était cassée, hein. Et moi, j'ai eu le temps de fermer les portes étanches, quoi. Et ça nous a permis de rester sur le bateau les 11-12 heures qu'on suivit, là, pour attendre les secours, quoi. Et puis après, c'était la récupération, là, c'était mouvementé, hein, parce qu'il faisait pas beau, il faisait nuit, forcément, tous les trucs étaient en limite de... Comment dire ça, en limite d'action des hélicos. Et l'avion, il a dû partir à un moment donné aussi. Il nous a largué tous les bips qu'il avait. Et on n'a pas réussi à les choper, quoi. On n'était pas loin, quoi. On a même nagé pour les récupérer, hein. Mais c'était vraiment, c'était une récup difficile, quoi. Chaud, ouais. Finalement, c'est le cargo qui nous a récupérés, mais il a fait un premier essai. Là, c'est comme dans une mauvaise BD ou un mauvais dessin animé. Tu lances le bout, quoi. Tu arrives à choper le bout. Tu sais pas trop comment parce qu'il fait nuit et il y a du très mauvais temps et du vent. T'entends rien, tu vois rien. On arrive à choper le bout, tu tires le bout, tu tires, puis tu arrives au bout du bout. Imagine, quoi. Vous foutez quoi? Et en fait, le premier coup, ils se sont mal entendus avec l'équipage ou sur quoi faire ou machin. Et c'est ça qui s'est passé, mais on s'est retrouvé à dériver le long du cargo, tu vois, à bouger. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé à la proue du cargo avec le bulbe du cargo qui commence à taper sur le bateau, quoi. Tu as commencé à détruire le bateau. C'était hyper chaud, quoi. Ah oui. Hyper chaud. Puis là, on hurlait au mec à la VHF de reculer, quoi, toi, qui dégage, quoi, toi, c'est... Après, la deuxième tentative, il refait à peu près la même manip, et ils étaient bons, les gars, hein. Au début, on a cru qu'ils étaient très nuls, mais en fait, ils étaient pas nuls du tout, quoi, toi, ils étaient... De nuit, 10 mètres de creux, 40 mètres de vent. Ouais, mais toi, il est arrivé, à un moment donné, il s'est dit, il fait la même manœuvre, mais il était un peu sous le vent, alors, avec le cargo, tu te dis, mais putain, comment il va remonter au vent, avec ce vent, là, à travers au vent, comment il va faire ça? En fait, il avait un propulseur d'étrave, il savait exactement ce qu'il faisait, quoi, toi. Donc, il faisait le truc propre, mais ça paraissait pas comme ça. Et puis là, finalement, on arrive à choper le truc. On s'est mis, on leur demandait, on était devant le mur du cargo, devant le mur du bordé,
et de nous envoyer un gros bout avec qu'on puisse le prendre et qui nous tire, quoi. Toi, c'est... Et là, on se met les deux dedans. Damien derrière moi. Damien, il fait 90 kilos, quoi. Tu sais, c'est un beau bébé, quoi. Hein. Et puis moi, devant, tenir le bout comme ça, puis d'un coup, le bateau a reculé. Puis eux, ils tenaient le bout en haut. Donc, moi, j'ai pris le bateau dans les côtes, quoi. Aïe, aïe. Et puis, mais fort, hein, comme ça. Et puis, avec Damien, j'ai fait l'airbag pour Damien, quoi. Derrière, Damien, il a pris peur, il s'est dégagé de là. Il a été s'accrocher à un bout à l'étrave, je crois, du bateau. Et puis moi, je tenais le bout toujours, quoi. Toi, donc eux, ils m'ont tiré toute la longueur du cargo pour le filet, il était devant, pour monter le long du filet. Puis après, arrivé en haut, commencer à secouer les mecs pour qu'ils s'occupent de Damien, quoi. Toi, pas que d'un coup, ils l'oublient, quoi. Toi, ou qu'ils s'en occupent pas, quoi. Donc, ils ont fini par quasiment me brusquer pour me dire maintenant tu te calmes. Le mec, il va arriver, quoi, toi. Et puis après, bon, on s'est fait récupérer, quoi. Mais ouais, c'était chaud. Ouais. Sport. Très sport, quoi. Mais avec l'hélico aussi. Hein. L'hélico, le plongeur, il a fait du bar-foot, quoi. Ou alors, derrière, vous avez été litré du cargo ensuite ? Non. Avant, ils ont commencé avec l'hélico. Ah oui, pardon. En fait, c'est l'avion. Au début, c'est l'avion qui est venu. C'est l'avion qui nous a repérés. L'avion, il était en train de chercher un marin russe qui était tombé à l'eau. Ah, d'accord. Donc, ils se sont dit, lui, on ne le retrouvera jamais. Donc, on va arrêter de chercher, on va aller sur les autres cas là-bas. Quoi. Donc, après, ils sont venus nous survoler. Ils se sont dit, nous, on organise les trucs, mais on est obligé de les refueler. Donc, on va revenir, et puis, il y a un hélico qui va venir. Donc, l'hélico, il sera peut-être là avant nous, mais en fait, il prendra contact et tout, quoi. Donc, il y a les positions et tout le truc que toi, on avait les balises et il recevait les signaux. Donc, l'hélico arrive, il commence à il regarde la situation, il vole le truc, il dit, vous mettez le bip à l'eau, vous le mettez de côté, vous montez dans le bip, on descend le plongeur, on vous remonte, vous ramène à la maison. Toi, ça paraissait à peu près comme on a ça au briefing. C'est classique, toi, c'est ça. Et comme j'avais déjà plus ou moins fait, donc je trouvais ça plutôt bien, quoi. Bon. On met plein de trucs on met tout ce qu'on pouvait dans le bip, quoi, toi, si jamais ça couille, et on rentre dans le bip. Damien d'abord, moi après, et puis après, on n'a jamais réussi à s'éloigner du bateau, quoi. Enfin, l'épave d'arriver plus vite que le bip, quoi. Donc on pouvait pas, et puis avec les mouvements des vagues et tout ça, le bip, il passait dessous le bateau, quoi. Donc on s'est retrouvé à remonter sur l'épave en catastrophe et puis Damien était dedans, il était coincé parce qu'il pouvait pas aider. T'as qu'une ouverture, quoi. Et on perd le bip comme ça, quoi. Le bip, il a fini dans la partie cassée. Je sais pas s'il était complètement perdu, mais on pouvait plus l'atteindre, quoi. Mais avec tout notre matos. Ah oui. La bouffe, l'eau. Tout était dedans, quoi. Les glins, les outils, enfin tout. Donc après, elle nous dit, on va essayer de descendre le plongeur sur le bateau, quoi. Et puis là, on vous prend. Mais là, ça a failli mettre l'hélico dans l'eau, quoi. Il s'est pris aux dérives, quoi. Toi, qui dépassait. Il a touché à un moment donné le bateau. La seconde après, il était à 15 mètres de haut. Avec les vagues, parce que en fait l'hélico lui est stationnaire, mais les vagues dessous elles bougent, mais il y avait des vagues de folie, quoi. Et il s'est fait peur, et puis en fait il est pas pu. Alors, après ils nous ont proposé, c'est de nous mettre à l'eau, quoi, puis de descendre le plongeur et nous récupérer dans l'eau. Et Damien il disait là ça je sens pas du tout le truc, quoi. Toi si. Et là, j'ai dit, moi, j'y vais en premier, quoi. Je montre qu'on peut faire ça, quoi, toi. Et puis, le plongeur, ils ont réussi à le mettre dans l'eau, quoi. Mais moi, je l'ai pas vu en nageant, mais j'ai vu sa gueule en arrivant, il était terrorisé, quoi, toi. Mais ils l'ont tracté avec l'hélico, quoi. Dans l'eau, quoi. Pour l'amener tout près d'où j'étais, quoi. Mais il était à moitié tout le temps sous l'eau, dans l'eau. Et puis, il arrive on s'est touché, hein, il arrive à me choper. Et d'un coup, pareil, la vague est descendue. Moi, je suis descendu, mais il s'est retrouvé à 10 mètres de haut, quoi. Mais sauf qu'il avait mon bout que je tenais, ma balise.
il avait tout. Moi, je me suis retrouvé à nager à 40 mètres du bateau, nuit noire, avec des creux de ouf. Et puis là, Et comment t'as réussi à revenir au bateau, du coup? Au début, j'ai paniqué parce que je me suis rendu compte que j'avais plus le bout, quoi. Et puis qu'il était parti avec ma balise, j'avais plus rien, quoi. Et nager comme un dératé, puis j'ai dit là, faut que je me calme parce que de toute façon, sinon c'est fini, quoi. Hein. Et je me suis calmé, j'ai commencé à nager, puis j'ai vu que je gagnais un peu sur le bateau, que ça le faisait, et puis d'un coup, j'ai chopé la voile qui était dans l'eau, quoi. Et puis j'ai réussi à remonter le long de la voile et à remonter à bord, quoi. Mais bon, c'était. Et puis je me suis rendu compte, c'était con après coup, parce que si j'avais réussi moi, et puis que Damien ne réussissait pas, je rentrais tout seul, quoi. Toi, alors là, comment tu vis avec ça? Tu vois, bon, ça s'est pas bien, ça s'est bien terminé. Ouais, c'était engagé quand même. C'était chaud. Ouais. Ah oui, je connaissais pas tous les détails, mais effectivement, c'était. Eh ben. Ouais, puis avec l'avion après, parce que l'hélico, il a dit, bah maintenant, nous, on ne peut plus rien pour vous, hein, puis on n'a plus de fuel. Donc il faut qu'on rentre. C'était trop chaud pour le plongeur de toute façon. Et puis c'était trop chaud, il y avait trop de mer, quoi. La mer était beaucoup trop formée. Et c'est de nuit, on rappelle, hein. On voit rien. Hein. Ouais, de nuit, évidemment. Tout de nuit, ouais. Et après l'avion a largué, il a commencé à larguer chez Ensar, là, comme ils disent là. Mais on n'a jamais réussi. C'est des bips reliés les uns aux autres avec un bout, hein, c'est ça, je crois, chez Ensar. Ouais, alors là c'était des bips individuels avec un bout qui était censé se prendre dans le bateau, machin, truc. Mais en fait, on n'a jamais réussi à les choper. Jamais. Les 5. Donc, on a même nagé à un moment donné, puis s'est dit, bah non, on n'arrivera pas. Mais ils étaient proches, ils étaient bons, les gars, hein, mais pas assez, quoi. Enfin, eux, c'est pas ça, quoi. C'est qu'on a le bout, c'est pas pris dans le bateau, quoi. Toi, c'est. Bon, après tout ça, en fait, tu sais, tu connais la cause de l'avarie parce qu'en fait, vous allez récupérer l'épave quelques jours plus tard. Hein, ouais. Vous allez, elle pourra être expertisée. Ouais. Du coup, après ça, après plus de bateau, ça va être beaucoup plus calme après. Après, plus de bateau. Et par contre, on avait un programme. Moi, j'étais censé faire la Barcelona avec Pujula et Yann Eliès, normalement. Et ça s'est pas fait déjà forcément pas avec mon bateau, hein, parce que c'est. Et puis, j'ai pu louer un bateau qui s'appelait Marais. Qui est l'ancien bateau de Mich. Le vainqueur du Vendée Globe 2008. Vainqueur du Vendée Globe 2008, quoi. Il voulait pas l'acheter parce que moi je voulais plus, toi, je voulais pas retourner dans les mêmes trucs, quoi. Et du coup, j'ai dit, moi je veux bien, je vais le louer et puis je vais le faire avec quelqu'un. En fait, le bateau, il va prendre la valeur, en fait, même si on fait une mauvaise course, il prendra de la valeur parce qu'on l'a préparé, quoi. Toi, je vais dire, c'est pas une mauvaise opération. Et puis, en fait, il a vu que c'était correct parce qu'en fait, l'argent venait, quoi, toi, et donc voilà. Et alors ça, c'est juste après le naufrage que tu nous as longuement expliqué, là, il est à fin 2013, fin 2013, et la Barcelona, elle est un an après. Donc elle est fin 2014. Elle est fin 2014, voilà. Ouais. Il y a très peu de temps, quoi. Hein. Ouais. Et puis, entre-temps, moi, j'avais toute une équipe, donc j'achète un Diam 24, tu sais, c'est les trimarans qui font le Tour de France à voile, là, et qui... Pour faire naviguer mon équipe juste pour qu'il fasse autre chose que de l'inventaire, de nettoyage et refit d'épave, quoi. Toi, je vais dire, attends, je vais juste sortir mon chat. Vas-y. Comme ça. Allez. Voilà. Le chat est dehors. C'est-à-dire qu'on approche de l'heure du déjeuner, en fait. Du coup, le chat, il veut ses croquettes. C'est un chien. Comment on dit, c'est un chia. Parce des fois, il a un comportement de chien. Voilà. Et puis, du coup, j'en étais où, moi Diam 24. Diam 24, ouais. Alors, c'était pas encore le bateau du Tour de France. Et puis, et à côté de ça, je peux louer le bateau. Et puis, je peux sauver mon programme et mon partenariat avec Pujula, avec toi. Et du coup, on fait la Barcelona avec Jean Le Cam. Alors là, c'est un tour du monde qui se passe bien. Et qui se passe bien. On gagne. Tu finis, tu fais pas d'escale. On gagne. Par contre, on a eu plein de soucis. Hein, parce que
je pense que le bateau, il pouvait pas finir la course en mode solitaire, quoi. Ouais. Et on a été 2, quoi, à bord, quoi, pour régler les trucs. Et on a eu pas mal de soucis avec le bateau, quoi. Mais bon, ça se passe bien quand même, quoi, toi. Mais c'était, il y avait des soucis qui étaient difficiles à gérer, quoi, toi. On n'avait pas d'aérien, par exemple, quoi, toi. Ouais. Mais on comprenait pas pourquoi. Il y avait un problème avec le câble et tout ça, quoi, toi. Et du coup, on a fait quasi la moitié du tour du monde avec l'aérien sur un outrigger derrière au vent, quoi. Et qu'on changeait de côté et qu'on recalibrait à chaque empannage, quoi, toi, ou chaque virement de bord, quoi, toi, et rien que ça, tu vois, ça te facilite pas la vie, quoi, toi. Après, on a eu quoi, des problèmes de hook, tu vois, comme a eu Armel, là, mais ça, c'est un chien, ça se passe en haut du mât, forcément, quoi, toi, donc. Et des trucs de fuite de ballast, plein de trucs, quoi, toi, mais pas de trucs graves, quoi, toi. Mais qui t'ont empoisonné la vie sur le tour. Ouais. Du coup, c'est comment de naviguer avec Jean Le Cam qui fait un Vendée Globe incroyable. C'était incroyable, hein. On était un peu complémentaires, quoi. Toi, lui, il aime bien la pétole. C'est quelqu'un qui a une capacité de faire aller un bateau vite, même sous toilé, quoi. Toi, il faut que le bateau soit bien toilé, quoi. Toi, sur toilé, il n'aime pas du tout, quoi. Toi, du coup, des fois, tu es forcément sur toilé, quoi, toi, mais c'est en ça qu'on était complémentaires, quoi, toi. Des fois, il me disait, mais dans la pétole, il dit, mais, va dormir, quoi. Toi, ça suffit, il va dormir. Mais c'était génial, hein. C'était très sympa, un bon souvenir, quoi. Et alors, après, on a géré un paquet de soucis, hein, du bateau, quoi, toi, et puis mais il y a des soucis qui sont tout bêtes, quoi. Toi, c'est la casquette qui coulissait, qui prenait l'eau, quoi. Toi, chaque vague qui arrivait sur le pont, mais toi, tu es à un endroit où tu peux plus, tu peux pas te mettre tranquillement sans être trempé de chez trempé, quoi. Toi, et tous ces petits trucs-là ont rendu le truc pas facile, quoi. Toi, mais bon, après, on a fait un super tour du monde. Très bon souvenir. Alors, et c'est le bateau sur lequel court actuellement Jean Le Cam. Ouais. Par contre, il a fait 2 gros chantiers avec ces bateaux-là. Il l'a vachement bien préparé, hein. Il a reculé les poids. En fait, il a fait pas mal de travail dessus qui fait que c'était un super bateau et ça reste un super bateau, hein. Qui du coup commence à avoir un joli palmarès. Ouais. Alors on va finir cette discussion. On arrive au bout de cette discussion parce tu vas faire beaucoup de Diam 24 ces dernières saisons. Donc c'est très très différent de tout ce que tu as fait. De tout ce que tu as fait jusque-là. Tu vas être navigant, puis après tu vas faire un peu plus coach sur les dernières années. J'ai fait 4 ans navigant et puis 1 an coach. Voilà. T'as fait ça par défaut ou t'as fait ça parce qu'il y avait que ça comme budget ou t'as fait ça pour découvrir autre chose ou c'était par défaut. Je suis assez direct, hein, mais non, mais c'était un peu par défaut, forcément, parce que si le 60 pieds n'était pas cassé, j'aurais jamais fait ça. Donc ça pour le coup, mais j'en ai trouvé un autre challenge dans cet exercice par défaut, quoi, toi, parce que je connaissais pas bien ni l'exercice, ni le bateau, j'avais beaucoup de choses à apprendre et du coup c'est ça qui m'a plutôt branché, quoi, parce que du coup de travail, il faut le faire pour arriver à régater, quoi, toi. Sinon tu ramasses les bouées. Et ce que j'ai fait longtemps au début, quoi, toi, c'était un truc pas facile qui pour finir. J'ai aussi fait le tour, quoi, toi. Et puis après, le tour, c'est 3 bouées, donc tu as vite fait, hein. Oui, c'est tellement différent de tout ce qu'on vient de raconter jusque-là que on sent que c'était très intéressant et c'est tellement différent, quoi. T'as les décisions, tu les prends, t'en prends des centaines par minute, quoi. Et c'est pas toujours le même qui les prend. Toi, c'est compliqué. Et
que la cohésion soit parfaite, c'est des gammes qu'il faut faire avant. C'est, tu vois, pour que tous les automatismes soient plus un truc réfléchi, que soit quelque chose auquel tu n'as pas à penser, pour que tu puisses penser à la régate ou au plan d'eau. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. Les règles sont les mêmes, quoi. Puis il n'y a plus de bricolage, quoi. Il n'y a plus de chantier. Non, il n'y a plus de chantier. Il y a un peu de matelotage, ouais, quoi, mais bon. Ça t'a quand même occupé une bonne partie de ta vie. Donc, non, là, il n'y avait plus de chantier du tout. Le gros chantier, c'est sticker le bateau, quoi. Enfin, c'est mettre les autocollants. Ouais, et puis j'ai fait 2 ans à la barre, et puis après, parce qu'en fait, ça regroupe pas mal de disciplines différentes. Et qui viennent pour beaucoup de l'olympisme ou du match race ou des trucs, la voile légère que j'ai pas fait. Et moi, je n'allais pas apprendre en 2 ans ce que les gars avaient appris en 10 ans, 12 ans, ou voire plus en voile légère. Donc, de toute façon, quel que soit le travail que j'allais fournir, j'allais avoir un manque, quoi. Donc, je me suis dit que autant mettre quelqu'un à la barre qui n'avait pas ce manque-là et moi faire la nave, faire les trucs, tu vois, changer de poste, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et puis après, je pense qu'on était au bout de ce qu'on pouvait avec cet équipage-là, et changer d'équipage, autant mettre carrément d'autres personnes et puis encadrer le projet, quoi. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, tu vas quand même faire encore une petite tour du monde, parce qu'il faut une dose régulière. Une dose de tour du monde. Deux tours du monde, pardon. Oui, pardon. 2,5 même. 2,5. Alors, du coup, partons de la Barcelona. Alors, je crois que le premier, c'est 2015. 2015, c'est l'année où j'ai fait les 2 tours du monde dans la même année. Voilà, c'est ça. Puisque tu embarques avec Francis Joyon pour faire une tentative de trophée Jules Verne. Voilà. Donc, tu finis la Barcelona en 2015, au mois de mars ou au mois de février 2015, je sais pas. Ouais. Mars 2015, j'imagine. Mars, je pense. Ouais, mars. Mars. Ouais. Et du coup, à l'automne, hop, crac, un petit tour de plus. Voilà. Là, on a fait une tentative où on n'a pas réussi à battre le record. Du coup. Comment tu te retrouves dans cet équipage ? Francis, moi je connais bien Francis. J'étais un peu parti de ma famille par alliance à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et puis un peu pareil qu'avec Bruno. Là, j'ai plus de 60 pieds, donc disponible. Il a demandé, et puis en fait j'étais dispo, et puis j'étais content qu'il demande, voilà. Et puis c'est parti comme ça. Voilà. Alors, il y a toujours un peu des opportunités où il faut s'engager tout de suite ou pas, quoi. Voilà. Et du coup, moi, ça me branchait bien. Ouais. Alors, on connaît le Joyon solitaire, qui était connu et qui est même qui est une référence. Et on connaissait beaucoup moins bien, jusque-là, le Joyon en équipage. Ouais. Alors, après, il y avait aussi une chose, c'est que moi, j'avais fait une tentative de record avec Franck Hamas sur Groupama. Ouais. Qui était ce bateau-là. Donc, en fait, ce bateau-là, je connaissais déjà. Ouais. Ça peut peut-être aider un peu Francis à choisir, quoi. Ouais. Alors, du coup, je repose ma question. C'est comment est le Joyon skipper ? C'est toujours pareil. Francis, il est très humble, quoi. Il est très réservé. Par contre, c'est quelqu'un qui connaît les multicoques par cœur, quoi. Je pense que c'est un des rares qui peut faire marcher ces bateaux-là comme il le fait, quoi. Du coup, là, il avait décidé de partir avec un équipage très réduit. Très réduit, ouais. C'est la première fois qu'on faisait un Jules Verne avec si peu de monde. Ouais, c'est-à-dire que nous, on est... Donc, il y avait Guéno Gainet, Alex Pella, Boris Herman, et puis... toi, Francis, et puis le boat captain, là, qui était Clément Surtel. Voilà. Et puis après, du coup, on faisait des quarts, mais les quarts se chevauchaient, quoi. Tu vois, du coup, on n'était plus des spécialistes comme sur Orange, où moi j'étais barreur, et puis je donnais la barre, j'allais régler pendant que je barrais pas 1 heure pour qu'on se relaie, mais mon rôle c'était de barrer, quoi. Alors que là, on faisait tout, quoi. À tour de rôle, quoi. Et ça fait qu'on n'a pas trop vu le temps passer, hein. Et puis
Et puis, il y avait, à ce moment-là, il y avait Spindrift qui faisait en même temps que nous, donc ça donnait un petit piment à la... Alors, là, on parle de la deuxième tentative, non? La première. La première, il y avait Spindrift déjà? C'est la première où il y avait Spindrift. Okay. La deuxième, on a fait tout seul. Ouais. Et ça donnait un petit piment au fait que, tu vois, autant arriver avant eux, quoi. Et ça avait l'air de manger, Francis, grave, quoi. Ah toi, ouais. c'est t'es un peu David et Goliath, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Forcément. Donc ça, c'est... Spindrift, hein, c'est l'ancien banque populaire qui a un trimaran de 40 mètres avec un équipage d'une quinzaine de personnes. Gros projet privé, suisse, franco-suisse. Donc effectivement très différent de celui de Francis. Mais bon. ma question sur Francis était quel type de manager c'est, entre guillemets, quoi. Comment est-ce qu'il vous pousse sur le premier tour du monde, il était en fait, tu avais l'impression qu'il était là pour regarder comment fonctionnait le bateau et tout. Et il pensait apprendre beaucoup de choses sur comment on faisait aller le bateau, alors qu'il savait ça mieux que personne, quoi. Toi, je veux dire, c'est... Et après, manager le truc pour... En fait, il a... Tu vois, comme on était 6, lui, il n'avait pas beaucoup de temps pour lui. Lui était hors quart, quoi. C'est-à-dire que lui, il faisait la nave, la relation avec le routeur, quoi. Et puis après, il participait à toutes les manœuvres, quoi. Et potentiellement, il relayait quelqu'un à la barre s'il voyait que c'était pas... Du coup, on était tous à fond, quoi. Je veux dire, tu n'avais pas l'impression qu'il manageait. Il manageait, c'est lui qui prenait les décisions. C'est sûr que c'est lui qui prenait les décisions, toutes. Tu vois, donc... Et c'est lui qui faisait aller le bateau, quoi. Voilà. Et puis, nous, on était là pour essayer de faire en sorte que le bateau aille comme il veut, quoi. Et sur le deuxième, ça a changé un peu. Donc, 2015, vous décrochez pas le record, mais 2017, vous le... Sur le deuxième, il connaissait beaucoup mieux le bateau, déjà. Hein. Et puis après, c'est un compétiteur. Il voulait le record. Hein. Il n'allait pas pour essayer. Tu vas toujours pour essayer, mais ça n'a pas beaucoup changé, non. En fait, c'est... Francis, il est égal à lui-même, quoi. Toi, c'est quelqu'un d'entier et il y a pas. En fait, il n'allait pas changer. Ce qui a peut-être un peu changé, c'est qu'il connaissait beaucoup mieux le bateau, quoi. Voilà. Bon, on rappelle le score, hein, 40 jours, 23 heures, donc un truc incroyable. Hein. Fait le tour du monde en un peu moins de 41 jours. Record toujours à battre, qui va être difficile à décrocher, hein, parce que notamment une trajectoire dans l'Indien. Faut aller vite dans l'Indien, quoi. Voilà. Mais après, c'est. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de chance avec la météo parce qu'il faut que la dépression qui emmène à travers l'Indien ou le Pacifique, il faut qu'elle aille vite, quoi. Si elle ne va pas vite, c'est pas possible, quoi. Même si le bateau va très vite, qu'il vole à 50 nœuds, à un moment donné, il va rattraper il va aller plus vite la dépression, il va sortir du vent, donc ça ne marche pas, quoi. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'on peut dépasser la molle, quoi. Pas encore, quoi. Ça va sûrement venir, quoi. Ou alors, avec beaucoup de chance, s'il n'y a pas de molle entre les deux dépressions, quoi. Mais de toute façon, il faut de la réussite avec la météo, ce qu'on a eu. Nous, on a fait déjà une première tentative l'année où on a battu le record en descendant à l'équateur. Pour là, l'arrêter, parce que le poteau noir nous a bloqué super longtemps et la situation après n'était pas terrible, quoi. Et en plus, on a tapé un truc. Donc, on est remonté. Et puis, on est redescendu. Les temps à l'équateur n'étaient pas terribles, quoi. Toi, on a vu que ça Francis et le routeur ont vu que ça commençait à s'ouvrir dans le sud, mais c'était limite se poser la question de revenir en arrière, quoi. Toi, alors qu'on a battu le record. C'était un bon souvenir aussi, ouais. C'était ton combienième tour du monde? Tu sais compter? 9, je crois. 9? Ouais. Ça commence à peser. Ouais. Alors, le partenariat avec Pujula s'est arrêté l'année dernière, en 2019, après une très très longue aventure commune. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de sponsoring. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, ouais. Celles qui ont fait plus de 15 ans, ça ne court pas les rues. Ouais. Depuis, qu'est-ce que tu fais? Alors, explique-nous, à part louer des chambres d'hôtes dans ton moulin, explique-nous un petit peu. C'est pas des chambres d'hôtes, hein, c'est des gîtes. Des gîtes, pardon, excuse-moi. Tu sers pas le petit déjeuner dans la chambre. Non, ce sont des gîtes, excuse-moi. Comment dire ça, c'est récent. Hein. Moi, j'avais un projet de voile. Hein, en fait, j'avais un projet depuis très longtemps, avant de faire le globe. Hein. En 90, je pensais
que c'était plus malin de tourner autour du monde en bateau par le nord que par le sud, quoi. C'est plus court et je trouvais ça vachement plus malin, quoi. Sauf qu'il y avait la glace à ce moment-là et en fait, en l'étudiant, j'ai étudié ça longtemps avec une station météo canadienne et une russe pour savoir si on pouvait prévoir l'année à laquelle on pouvait passer entre la glace et la côte pour tourner autour de l'Arctique, quoi. Et forcément, en 90, on n'y est pas arrivé, quoi. Et voilà. Et du coup, le projet, il est resté comme ça, un peu en jachère, jusqu'à ce que le 60 pieds se casse. En 2013, j'ai ressorti ce projet. Et je pensais pouvoir avancer sur ce projet-là en marge des Tours de France et des Tours du Monde, quoi, parce que c'était un peu les deux en même temps. Et j'ai pu avancer un petit peu comme je voulais, quoi. Et ce qui était très compliqué à définir, c'est la sorte de bateau, quoi. Puis après, l'année passée, je suis parti avec Mike Horn, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui m'avait demandé si j'étais d'accord d'aller le poser sur la banquise arctique pour qu'il essaie de la traverser avec son pote norvégien, la Borge-Ausland. Donc c'est ce qu'on a fait l'année passée. C'est donc parti d'Alaska, parti au nord-ouest, quoi, au nord de la Sibérie, rentrer dans la banquise, naviguer 5 jours en se frayant un passage dans les glaces jusqu'à essayer de trouver une glace plus propice au ski, à la marche, quoi. Et là, on a abandonné les 2 mecs en mer, quoi, parce que c'est une mer, quoi. Ouais. Et puis, on est reparti en catastrophe parce que la complication, c'était d'attendre le dernier moment, que ce soit le plus dégelé possible, juste avant que ça dégèle, juste avant que ça regèle, pour aller le plus au nord possible, quoi. Et on est arrivé à 85 degrés 30 minutes nord, quoi, pas loin du pôle, quoi. C'était incroyable. Et puis après, par contre, il faut sortir vite, quoi, parce que ça recommence à geler. Et là, on a mis 5 jours pour ressortir de la glace, tant bien que mal. Et bon, ça a été, mais c'était une navigation pas facile, quoi. C'est spécial, quoi. Il n'y a pas de carte. C'est la mer. C'est comme si on met des obstacles sur la mer, quoi. Donc, on essaye de naviguer avec les photos satellites et puis en prenant en compte la dérive de la glace. Et des fois, ça marche pas et on se retrouve dans des endroits où on pensait pas être. Et puis, du coup, c'est pas du tout bon parce que ces endroits ont dérivé et il faut faire demi-tour, beaucoup de routes demi-tour pour aller ailleurs. Enfin, ouais, c'est des endroits pas faciles, quoi. Et après, fait le passage du nord-est à l'envers pour amener le bateau au Spitzberg, le mettre en stand-by à Longyearbyen au Spitzberg pour attendre que les deux Terminators arrivent là et essayer de les récupérer. Voilà. Ça, c'est le demi-tour du monde là, que je parlais tout à l'heure. D'accord. On est parti de Nome en Alaska pour aller exactement en face. Et puis après, on a essayé de les récupérer donc en décembre. Là, c'est dans la nuit arctique. Hein, je veux dire, j'ai essayé parce que eux, ça durait plus longtemps que prévu. Ils avaient plus assez de bouffe pour finir le truc à pied complet, quoi. Donc, fallait aller dans les glaces aussi avec le bateau. Là, ils ont préféré un brise-glace un brise-glace, c'est un ancien bateau de pêche, quoi, qui est transformé en brise-glace, qui est plus éclairé, quoi. Voilà, qui arrive à mieux trouver son passage, qui est plus haut. Ouais. Enfin, voilà. Nous, on était en stand-by au nord du Spitzberg pour attendre, pour essayer de les récupérer du brise-glace, quoi. Et puis, en fait, ils sont pas revenus puisque le brise-glace est resté coincé dans les glaces, quoi. Et ils sont restés 3 semaines à bord. Donc, ils ont récupéré Mike et Borge. Et ils sont restés 3 semaines bloqués dans les glaces jusqu'à ce que ça se rouvre un peu et puis qu'ils arrivent à rebouger, quoi. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid. Oui. Qui a fait son merveilleuse apparition et tout ça n'était pas bon pour lancer des projets, mais j'ai pas abandonné l'idée de faire ça. Voilà. Et il faut un bateau qui va vite dans le petit temps, c'est-à-dire c'est un multi qui résiste aux glaces. Qui résiste pas au gros leurre parce que tu peux prévoir à peu près où
où passer, mais bon, potentiellement growler, quoi. Ouais, faut pas qu'ils se détruisent, quoi. Voilà. Mais ça peut être un autre bateau, mais il faut quand même que ça aille vite dans le petit temps. Donc, toi, ça complique. Puis au début, c'était très compliqué. Quand je l'ai étudié en 90, ça passait pas côté Sibérie. Il y a un cap qui s'appelle le cap Chelyuskin, qui est très au nord. Et il y a des années, ça s'ouvrait pas du tout, quoi. Ça pouvait pas passer autre qu'avec un gros brise-glace nucléaire. Ah, la route du Nord-Est maintenant est fréquentée régulièrement. Donc, maintenant, tu passes. Avec le réchauffement climatique. Ah, bah ouais. Maintenant, l'été, tu peux passer. Je crois que Boris Herman, il avait fait ça avec Gauchouane, sur l'ancien IBEC. Ouais. Et ils ont fait le passage du Nord-Est, donc dans le sens normal. Et ils ont été voir la glace. Parce que s'ils n'y allaient pas, et côté Bering, quoi, enfin. Ils ont changé leur route pour aller voir la glace, sinon ils l'auraient pas vu, quoi. Donc c'est ouf. Par contre, la complication maintenant, c'est comme ça fond beaucoup, et ben les glaces elles s'accumulent dans les terres qui est à côté du Canada, passage du Nord-Ouest, et il y a des années où ça passe pas de ce côté-là, quoi. D'accord. Et où ça s'accumule, puis ben ça s'ouvre pas, quoi. Et voilà. Et je pense qu'on peut faire le tour du monde plus vite que ce qu'on a fait avec le Jules Verne. Hein. Voilà, ça c'est le projet. Et puis après, on est retourné avec Mike au Spitzberg 2 jours cette fois, cette année. Voilà. Mais bon, avec les confinements, tout ça, c'est pas simple. Puis là, avec mes gîtes, j'ai pas mal de trucs à faire aussi. Hein, donc, je suis pas gêné. Je suis pas trop embêté. C'est juste les bars quand même qui manquent, quoi. Voilà. Les cafés. Les cafés, les bars, les restos, on fait boire un coup avec les amis. Ça manque, quoi. Ouais. Le reste, j'ai été chanceux. Ça m'a pas trop embêté. Je crois que ça manque à tout le monde et en particulier aux marins. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Bernard, écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté dans le détail cette vie d'aventure quand même. Je pense que c'est pas tous les marins qui peuvent raconter autant de choses. Autant d'aventures au sens littéral du terme au sein de la compétition. Bonne route à toi pour tes projets et celui-là en particulier qui est un sacré projet. Merci à vous si vous nous avez écouté jusque-là. Il y a un petit peu de temps, mais il fallait prendre tout ce temps-là. Si vous avez, comme toujours, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast en particulier. C'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. On essaie de répondre à tout le monde. Et puis voilà, je ne sais pas qui est le prochain invité. Il sera peut-être pas suisse. C'est peut-être la fin de notre période suisse. Mais on va avoir un petit peu de temps pour le trouver. Voilà. Merci beaucoup. Salut Bernard. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!